Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document assez fascinant. C'est un court article de 2025 qui s'intitule Le théorème de Gorves, une identité numérique sur les produits croisés. Bonjour. Oui, et notre mission, si on peut dire, c'est d'explorer une propriété mathématique qui est à la fois très simple et très élégante et qui se cache en plein cœur de la multiplication. C'est ça, c'est une invitation à voir un peu la beauté dans des motifs numériques qu'on croise tous les jours sans y faire attention. Et pour commencer, l'auteur nous lance tout de suite des exemples assez déroutants. Mhm. Par exemple, si on calcule 777 multiplié par 88, bon, on obtient 68 376. Jusque-là, rien de spécial. D'accord. Mais, et c'est là que ça devient étrange, si on calcule 888 multiplié par 77, on obtient exactement la même chose, 68 376. Et l'article enchaîne tout de suite avec un autre cas pour bien montrer que ce n'est pas un hasard. Il prend 9999 fois 22. Ça donne 219 978. Et je parie que 2222 fois 99, Donne précisément le même résultat. Exactement. voilà. Et là, la première réaction, c'est de se dire, bon, c'est une coïncidence amusante, une sorte de curiosité numérique, quoi. Le genre de choses qu'on trouve par hasard. On a l'impression d'assister à un tour de magie, mais est-ce qu'il y a un truc? C'est exactement la question que l'article se propose de résoudre. Et la réponse est un non catégorique. Ce ne sont pas des coïncidences, Ah, ce ne sont pas des anomalies. En fait, ce sont les manifestations d'un principe algébrique fondamental, une règle du jeu qui a toujours été là. L'auteur propose de lui donner un nom, le théorème de Gorves. d'accord. Et tout l'intérêt du document, c'est justement de nous faire passer de ces observations un peu anecdotiques à une règle générale, formelle, qui explique tout. Bon, alors allons-y, décortiquons ça pour voir ce qui se passe sous le capot. On a 777 fois 8 d'un côté et de l'autre 888 fois 77. Le résultat est le même, mais les nombres sont différents. Il doit y avoir une structure commune. Oui, et le secret, c'est de ne pas regarder les nombres comme des blocs, mais de regarder ce qui les compose. Prenons 777. Ok, alors 777, c'est 7 fois 111. Voilà. Et 88, c'est évidemment, 8 fois 11. c'est ça. Donc, la première opération, on peut la réécrire. C'est le produit de 7 fois 111 et de 8 fois 11. D'accord, on a décomposé. Et pour l'autre côté, ça donnerait... 888, c'est 8 fois 111 et 77, c'est 7 fois 11. Donc, on a 8 fois 111 multiplié par 7 fois 11. Attendez, mais oui, c'est ça. En fait, des deux côtés de l'égalité, on a exactement les 4 mêmes briques de base. Un 7, un 8, un 11 et un 111. Exactement. La seule chose qui change, c'est la façon dont on les groupe. D'un côté, le 7 est avec le 111 et le 8 avec le 11. De l'autre, on a inversé. Le 8 est avec le 111 et le 7 avec le 11. Vous y êtes. Vous venez de mettre à jour le mécanisme caché. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'à partir de là, on peut essayer de généraliser. Alors, si j'essaie de formuler une règle, on dirait qu'on a un nombre de la forme, disons a fois x, multiplié par un autre de la forme b fois y. Oui, vous venez de formuler l'énoncé du théorème de Gorves. La force du document, c'est de le poser de manière formelle. Pour n'importe quels entiers positifs a, b, x et y, on a toujours l'égalité a dx, by, égale bx, ay. Et dans notre exemple, a c'était 7, b c'était 8, x c'était 111 et y 11. Tout à fait, mais la beauté, c'est que x et y n'ont pas besoin d'être des nombres spéciaux comme 100 ou 11, ça marche avec n'importe quoi. D'accord, mais... Attendez une seconde. Si la règle est aussi générale, est-ce qu'on ne donne pas un nom un peu pompeux, le théorème de Gorves, à quelque chose qui est en fait une conséquence directe des règles de base de la multiplication, celle qu'on apprend à l'école? C'est une excellente objection et elle est vraiment au cœur du sujet. Et vous avez raison sur un point. La preuve de ce théorème n'a rien de révolutionnaire. Ah, Mais c'est justement ce qui fait son élégance. Elle repose sur deux propriétés que tout le monde utilise sans même y penser. La première, c'est la commutativité. l'ordre ne compte pas, 2 fois 3 c'est pareil que 3 fois 2. Voilà. Et la deuxième, vous vous en doutez. L'associativité, je suppose, le fait qu'on peut regrouper les nombres comme on veut dans une longue multiplication. Précisément. Et avec seulement ces deux outils, la preuve devient une simple formalité, presque une évidence. Si on part du premier côté, a fois x fois b fois y,
L'associativité nous permet de retirer les parenthèses. Ça donne A fois X fois B fois Y, oui. Et ensuite, la commutativité nous permet de réarranger les termes comme on le souhaite. Par exemple, A fois B fois X fois Y. D'accord. Et pour le deuxième côté, B fois X fois A fois Y, on fait la même chose. On enlève les parenthèses, B fois X fois A fois Y, et on réorganise pour obtenir B fois A fois X fois Y. Voilà. Et comme A fois B, c'est la même chose que B fois A, les deux expressions sont identiques, la preuve est faite. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est fou. En fait, ce n'est pas une nouvelle vérité mathématique, c'est une nouvelle façon de voir une vérité qui existait déjà. C'est une analogie parfaite. C'est comme ces illusions d'optique où on regarde une image et tout d'un coup, on voit apparaître une deuxième forme qui a toujours été là. Cette égalité, elle était cachée à la vue de tous. C'est tout à fait ça. Beaucoup de découvertes en maths ne consistent pas à inventer de nouvelles règles, mais à trouver de nouvelles perspectives sur des règles très anciennes. Ce théorème ne change rien à la nature de la multiplication, mais il met en lumière une symétrie, un motif qu'on ne remarque pas d'habitude. Il donne un nom et une structure à cette illusion d'optique numérique. Je comprends mieux l'intérêt de lui donner un nom alors. C'est une façon de dire « regardez ici, il y a quelque chose d'intéressant ». Mais ça me fait me demander à quoi ça peut bien servir. Est-ce que ça a une utilité concrète au-delà de l'élégance de la chose ? C'est la prochaine étape logique. L'article esquisse plusieurs pistes. La plus évidente, c'est du côté pédagogique et esthétique. L'auteur parle de générer des égalités numériques, pédagogiques ou esthétiques. Ah, pour créer des exercices ou des énigmes, par exemple. J'imagine bien en cours de maths un prof qui met au défi de trouver pourquoi 999 fois 12 est égal à... Non, attendez, ça ne marche pas ça. C'est un bon exemple de l'utilité pédagogique, justement. On peut se tromper, et c'est en se corrigeant qu'on comprend vraiment la structure. Oui, il faut que la structure soit respectée. Il faut les 4 composants. C'est ça. Si on prend un autre exemple, disons 1212 fois 99, ça c'est 12 fois 101 multiplié par 9 fois 11. D'accord, donc les 4 composants sont 12, 9, 101 et 11. Voilà. Pour appliquer le théorème, l'autre côté de l'égalité devrait donc être 9 fois 101 multiplié par 12 fois 11. Ce qui fait 909 multiplié par 132. Et ça donne le même résultat. Exactement. Et voilà une égalité esthétique qu'on peut générer à volonté. J'aurais adoré connaître ça pour poser des cols à mes amis au lycée, hein. Mais l'article mentionne aussi des applications un peu plus sérieuses, non ? Il parle de factorisation symbolique et de compression d'informations. Ça reste un peu vague. Oui, et c'est là qu'on entre dans le domaine du potentiel. Pour la compression, l'idée est assez intuitive. Imaginez une très longue séquence de données numériques à stocker. D'accord. Si votre système détecte un motif qui correspond à la structure de Gorz, il y a peut-être une optimisation possible. Comment ça ? Prenons un cas simple. Imaginez que A, B, X et Y soient des nombres très grands. Le résultat du produit, A fois X, B fois Y, peut être un nombre gigantesque. Oui, qui prend beaucoup de place à stocker. Voilà, mais si on sait que cette structure existe, on n'a pas besoin de stocker le résultat final. On peut simplement stocker les 4 nombres de départ, A, B, X, Y, et une petite instruction qui dit « Appliquer la règle de Gorsnouf ». Si les nombres de départ sont bien plus petits que le résultat, on vient de compresser l'information. Ah oui, c'est beaucoup plus clair. C'est spéculatif bien sûr, mais ça illustre comment la reconnaissance d'une structure, même simple, peut mener à une plus grande efficacité. On passe d'une curiosité à un outil potentiel d'optimisation. C'est fascinant. L'article se termine sur l'origine de cette découverte et j'ai noté un détail important. L'auteur précise que c'est une observation originale et il n'y a aucune bibliographie. Oui. Qu'est-ce que ça nous apprend ? Mais ça nous apprend que cette découverte s'inscrit probablement dans le domaine de ce qu'on appelle les mathématiques récréatives. C'est-à-dire, ce n'est pas le fruit d'un grand programme de recherche pour résoudre un problème complexe. C'est plus vraisemblablement le résultat de la curiosité pure. Quelqu'un, l'auteur qui signe Gorves, a joué avec des nombres, a remarqué un de ces motifs par hasard, a été intrigué et a tiré sur le fil pour voir jusqu'où ça menait. C'est la preuve qu'on peut encore trouver des pépites, même en arithmétique de base, simplement en étant curieux et observateur. Absolument. Et ça nous rappelle que les mathématiques ne sont pas un territoire figé où tout a déjà été découvert. Parfois, une nouvelle perspective sur des concepts très anciens peuvent révéler des motifs élégants qui étaient passés inaperçus. C'est vrai. Pensez à la suite de Fibonacci. La règle est d'une simplicité enfantine.
Chaque nombre est la somme des deux précédents. Mais ce motif se retrouve partout, de la croissance des plantes aux spirales des galaxies. La simplicité de la règle de départ n'empêche pas l'émergence d'une complexité et d'une beauté incroyables. C'est une très bonne mise en perspective. Ce théorème de Gover, c'est un peu la même chose à une plus petite échelle. On part d'une règle de base et on trouve une symétrie inattendue. Exactement. C'est une invitation à regarder les nombres non pas comme des simples outils pour compter, mais comme des objets qui ont leur propre structure, leur propre esthétique. Bon, si on fait le bilan de cette exploration, on est parti de ce qui semblait être des coïncidences presque magiques, comme 77 x 8800 qui égale 888 x 77. Mhm. On a découvert qu'il ne s'agissait pas de magie, mais d'une règle universelle, le théorème de Gorce, qui n'est elle-même qu'une conséquence élégante des propriétés les plus fondamentales de la multiplication. C'est l'idée que parfois, les choses les plus surprenantes sont cachées dans les concepts les plus simples. C'est une très bonne synthèse. Elle capture bien cette idée que les mathématiques, ce n'est pas qu'une affaire de calculs complexes ou de théories inaccessibles. C'est aussi, et peut-être avant tout, une discipline d'appréciation des structures, des motifs et de la symétrie. Cette notion d'esthétique en mathématiques est revenue plusieurs fois. Oui, et en s'inspirant de cette idée d'égalité esthétique mentionnée dans l'article, on peut peut-être terminer sur une pensée un peu plus large. Tout au long de notre discussion, on a utilisé des mots comme beauté, élégance, symétrie, pour décrire une simple équation. C'est vrai ? Cela soulève une question intéressante. Si une réorganisation de nombres, aussi simple soit-elle, peut être perçue comme esthétique, où se situe la frontière entre la découverte mathématique et la création artistique? Est-ce qu'une équation peut être une œuvre d'art?